Good morning. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à See Us, Hear Us, Count Us In, ni invisible ni silencieux, comptez sur nous. Une manifestation co-organisée par le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, le Département des Nations Unies pour les communications globales et le Fonds des Nations Unies pour les populations. Je m'appelle Melissa Noël, je suis journaliste multimédia et je viens de New York. Mes parents viennent du Guyana. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Dometi Pongo, je suis un présentateur MTV News et je viens de Chicago. Et mes parents viennent du Ghana. En 2014, les Nations Unies ont dit que 2015 et 2024 sera la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine. Le thème, reconnaissance, justice et développement. La manifestation d'aujourd'hui fait partie de nombreuses activités pour marquer le milieu de cette décennie. 2021, c'est une année importante pour l'égalité et la justice raciale. Le 31 août, nous commémorons pour la première fois la journée internationale pour les personnes d'ascendance africaine. Et en septembre, nous célébrerons le 20e anniversaire du plan d'action de Durban, deux jalons cruciaux dans la lutte contre le racisme. Il y a à peine 2 jours, nous avons célébré Mandela Day, la journée de Nelson Mandela. Nelson Mandela était bien sûr un personnage incontournable de la lutte contre le racisme et pour l'égalité. Oui, c'est tout à fait vrai, Dometi. Pour la manifestation d'aujourd'hui de l'examen à mi-mandat de la décennie, nous espérons que les orateurs, les oratrices, les exposés, les voix et les performances des jeunes nous aideront non seulement à réfléchir aux progrès enregistrés et aux défis qui nous restent à relever lors de la décennie, mais également à nous mobiliser pour prendre des mesures résolues qui permettront à toutes les personnes d'ascendance africaine de jouir de leurs droits fondamentaux et l'égalité. Donc, allons-y. Nous allons commencer avec des représentants des Nations Unies, la haute commissaire pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, la directrice exécutive du FNUAP, Natalia Kanem, l'observateur permanent de l'Union africaine, son Excellence l'ambassadeur Fatima Kierani Mohamed. Chers amis, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette manifestation pour célébrer la diversité humaine qui est la nôtre et le courage et la résilience dont ont fait montre les personnes d'ascendance africaine au cours de nombreuses générations. Leur histoire, leur point de vue nous inspire en cette période difficile. Je rends hommage aux anciens et aux ancêtres, des ancêtres d'ascendance africaine pour leur longue lutte et en faveur de la liberté et l'égalité. Je rends hommage plutôt aux générations de jeunes d'ascendance africaine d'aujourd'hui qui, sur l'année écoulée, ont manifesté pour exiger la justice raciale sur les réseaux sociaux et qui ont appelé leurs pairs à lutter contre le racisme. Les répercussions disproportionnées de la Covid-19 sur les personnes d'ascendance africaine, encore une fois, prouvent la discrimination structurelle auxquelles ces personnes font face. Aujourd'hui, le Haut Commissariat et le FNUAP débutent une série de témoignages de personnes d'ascendance africaine. Ils et elles témoignent de la façon dont ils et elles doivent faire face à la stigmatisation, au discours de haine, à la pauvreté accrue et à des conditions de travail inacceptables, sans même parler du chômage à la hausse. Les enfants et les jeunes sont confrontés à des perturbations dans le cadre de l'éducation. De nombreux enfants doivent travailler pour soutenir leur famille, ne peuvent plus aller à l'école. La santé mentale des jeunes s'est détériorée de façon considérable. Pendant le reste de la décennie internationale, il est essentiel que tous les États prennent à bras le corps la discrimination systémique. Il nous faut parvenir à un changement transformateur. Il nous faut arrêter de faire comme si le racisme n'existait pas. Il faut commencer à l'éliminer. Il faut lutter contre l'impunité, faire face aux legs du passé et parvenir à des voies de recours. Il faut écouter les voix des personnes d'ascendance africaine. Il faut être digne de leur confiance. Ça veut dire qu'il faut des changements profonds, cela veut dire qu'il faut s'assurer que les jeunes d'ascendance africaine ne tombent pas dans la pauvreté et qu'ils ont accès à une éducation de qualité, notamment à l'éducation tertiaire. Les marchés du travail doivent promouvoir le recrutement de jeunes d'ascendance africaine. Il nous faut démanteler la discrimination systématique dans l'administration de la justice, mettre fin au profilage racial et au recours à la force abusive tout en s'assurant que les comptes soient rendus. Il faut promouvoir l'autonomisation et la participation des jeunes dans toutes les questions qui les touchent. C'est comme cela que nous pourrons établir des sociétés qui sont plus résilientes face aux secousses et qui sont plus justes pour toutes les personnes qui y vivent. C'est comme cela que nous pourrons honorer la promesse du programme 2030. Mettre fin à cette injustice, c'est une obligation à la fois légale et morale. Et bien sûr, les États sont les premiers responsables de la fin de la discrimination, mais nous pouvons tous contribuer à cette tâche essentielle. Je vous remercie.
Excellences, chers collègues, chers amis, nous célébrons la moitié de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine et nous voulons nous assurer que tout le monde nous entend, tout le monde nous voit et tout le monde nous prend en compte. La mise en œuvre de la décennie nous encourage à prendre des mesures intentionnelles pour mettre fin au racisme, à la marginalisation et aux discriminations systémiques des personnes d'ascendance africaine, une bonne fois pour toutes. Et tout cela pour la reconnaissance, la justice et le développement. Cet esprit tient contre vents et marées partout dans le monde. Nous voyons des investissements collectifs dans des programmes, dans des politiques et dans des législations dont l'objectif est de promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine. Le 31 août, cette année, le monde célébrera la toute première journée internationale des personnes d'ascendance africaine. Bien sûr, de nombreux progrès ont été enregistrés, mais il nous reste encore énormément de travail. Il faudra accélérer des mesures et les renforcer pour déraciner le racisme et pour s'assurer que les personnes d'ascendance africaine partout dans le monde puissent bénéficier de l'égalité des chances. Les objectifs du développement durable appellent les gouvernements, la société civile, le secteur privé et nous toutes et tous à collaborer pour ne laisser personne en marge et pour aider les personnes les plus en marge avant toute chose. Dans le cadre de cet engagement, le FNUAP a mis sur pied une initiative institutionnelle qui soutient la mise en œuvre de la décennie internationale en faveur des personnes d'ascendance africaine. Nous inaugurons notre premier programme d'officiers pour les personnes d'ascendance africaine et les jeunes, sous l'auspice des Nations Unies. Ce nouveau programme promet de renforcer les capacités techniques du FNUAP pour arriver aux objectifs de la décennie. Il faut nous entendre, il faut nous voir, il faut nous prendre en compte. Et donc, le FNUAP collabore aussi étroitement avec des institutions et des gouvernements pour s'assurer que les personnes d'ascendance africaine seront visibles lors des recensements. Ensemble, en collaboration avec nos partenaires, le FNUAP est fier de continuer à amplifier le programme de développement unique de la décennie alors que nous célébrons les nombreuses contributions socio-économiques et culturelles des personnes d'ascendance africaine aux quatre coins du monde. Et nous voulons mettre les besoins et les aspirations des femmes et des jeunes filles d'ascendance africaine au cœur de nos efforts. Chers collègues, chers amis, il faut une reconnaissance de la justice pour les personnes d'ascendance africaine. C'est un mouvement qui est en cours et qui est irréversible. Un an après la mort de M. George Floyd, des mesures concertées contre le racisme ont été galvanisées partout dans le monde. Et après la journée Nelson Mandela, le 18 juillet, il est parfaitement opportun de déclarer que chacune d'entre nous peut et doit concrétiser la quête d'égalité des chances, de prospérité et de justice pour toutes et pour tous. Comme le président Nelson Mandela l'a dit, l'idéal d'une société démocratique et libre est la mienne. Dans cette société, tout le monde peut vivre ensemble, en harmonie, et l'égalité des chances est une réalité. Qu'il en soit ainsi pour tous les peuples d'ascendance africaine. Le FNUAP est prêt et souhaite travailler avec vous pour faire de ce rêve une réalité. La lutte continue. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de l'examen à mi-parcours de la décennie des personnes d'ascendance africaine avec pour thème See Us, Hear Us, Count Us In.
Je salue le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le département de la communication globale pour cette initiative qui non seulement va permettre de voir quelles ont été les réalisations dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, mais cela va en plus servir de nouvelle étape vers des politiques axées sur des actions concrètes, ciblées et durables. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients du fait que les préjugés raciaux, les discriminations raciales auxquelles les personnes d'ascendance africaine sont confrontées aujourd'hui. Et nous prenons bonne note de la manière dont la communauté internationale prend en considération ces actions. Nous devons saluer les progrès qui ont été réalisés au niveau local, national, régional et international, conformément aux obligations, aux engagements de la déclaration et du programme d'action de Durban. Nous saluons en particulier les États membres qui, depuis l'adoption de ces déclarations, mettent en place et mettre en œuvre des mesures administratives et législatives afin de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Au-delà du renforcement des mesures législatives et des engagements, l'inclusivité, l'égalité, la reconnaissance, le respect pour les contributions des personnes d'ascendance africaine à notre humanité doit être au cœur de nos actions au quotidien. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à atteindre l'égalité et l'autonomisation de toutes les personnes sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui réaffirme que tous les humains, chaque humain naît libre et égal en dignité et en droit. Le programme à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine, en droite ligne avec le programme d'action d'Addis Abeba, envisage un monde de respect universel pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales, pour la dignité humaine, en plus de l'état de droit, de la justice, de l'égalité, de la non-discrimination, mais également pour le respect de la diversité raciale, ethnique et culturelle. Ce n'est qu'en plaidant constamment, en nous éduquant, en partageant les valeurs d'équité, d'ouverture, de justice entre nous, mais également avec les générations à venir, que nous pourrons garantir que la décennie n'aura pas été en vain. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prospérer ensemble dans un monde plus tolérant, plus inclusif. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de nous voir, de nous entendre et de nous prendre en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les responsables des Nations Unies et pour vos engagements et vos soutiens indéfectibles en faveur de ces travaux. La prochaine présentation sera une performance musicale par un collectif musical haïtien, Azway. Fondé en 2015, le collectif Azway tente de rassembler des artistes haïtiens et dominicains et d'utiliser leur patrimoine culturel africain pour jeter des ponts entre ces deux communautés. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique. Comme les membres d'Azway le disent eux-mêmes, culturellement et artistiquement, nous sommes tous les mêmes, nous ne faisons qu'un. Profitons donc de cette performance musicale d'Azway intitulée Alekba.
Magnifique. Merci au collectif Azway. Les jeunes d'ascendance africaine partout dans le monde sont essentiels pour le changement que nous voulons et c'est pour ça que nous les avons invités à participer à cette conversation. Au cours de cet événement, sous le thème See Us, Hear Us, Count Us In, ils vont parler, parfois corps ouvert, de leur expérience. Certains vont parler de leurs sentiments, de leurs émotions, d'autres parleront de leurs objectifs, de leur contribution à la réalisation d'un monde plus juste. Écoutons-les ensemble. Lorsqu'on me demande d'où je viens, je réponds « Je viens de la terre rouge et des vertes collines, des manguiers dont les petits soleils sont toujours à portée de main. Ils sentent si bon que votre estomac rugit d'impatience alors que vous sirotez votre chai en attendant le repas. Je suis des sons de mon peuple, des langues si rythmiques qu'on croirait que nous parlons en chansons, les mélodies des chauffeurs de matatou dans des rues bondées des villes et le chant des coqs appelant le soleil d'au-delà de l'horizon au village. Lorsqu'on me demande d'où je viens, je réponds « Je suis d'un pays écorché dans la modernité par des hommes blancs errants, des grands hommes aux esprits étriqués qui nous volèrent le butin de nos luttes, sans honte, sans vision. Je leur dis que je viens de ceux qui ont résisté, ceux dont les rêves ont défié leurs balles, même après que leur souffle fut volé de leur cœur. » Lorsqu'on me demande d'où je viens, je réponds « Je viens d'une nouvelle histoire sur ce pays, ce continent, ce monde. Un nouveau conte raconté par des auteurs qui osent manier la plume comme une petite lance, avec nos ancêtres pour bouclier, notre histoire comme armure, alors que nous utilisons le mot pour écrire un monde nouveau. » Alors que nous avons entamé une nouvelle année de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine dans notre pays et partout dans le monde, notre communauté a fait des progrès face à des problèmes mondiaux en matière de droits de l'homme, de développement économique, d'autonomisation des femmes. Et la génération actuelle et les générations futurs vont pouvoir occuper des postes tels que président de pays, secrétaire général des Nations Unies ou directeur général de la Banque mondiale. Parce que, n'oubliez pas, nos capacités ne peuvent pas être mesurées à la couleur de notre peau. Elles sont mesurées à l'aune de nos capacités mentales. Alors que nous sommes confrontés à la pandémie COVID-19, unissons-nous et surmontons ensemble cet obstacle. Garantissons qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. Continuons de promouvoir le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Garantissons qu'il n'y ait aucun laissé pour compte, je le répète. Entendez-nous, voyez-nous et comptez sur nous. Je m'appelle Maria Maturana, je viens du Pacifique colombien, je suis originaire du département de Chocó et directrice exécutive de JND Lavos. S'agissant de ce que je pense de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, je voudrais vous dire que malgré le fait qu'il y a eu des progrès dans le domaine de l'inclusion des personnes d'ascendance africaine dans les institutions, davantage de sensibilisation ethnico-raciale quant à ce que cela signifie que d'être afro, il faut davantage d'amour, davantage de sentiments d'appartenance au sein de nos communautés. Il est très important de dire que nous devons relever de nombreux défis en matière d'inégalité, de lutte contre la pauvreté extrême, surtout en Colombie. Après 2018 et le recensement qu'il y a eu en 2018, les statistiques montraient que 2 900 000 personnes se reconnaissaient comme étant d'ascendance africaine. Mais ces dernières statistiques ont montré que le chiffre avait baissé. Ça veut dire qu'il faut davantage travailler sur l'inclusion, il faut renforcer ces dynamiques afin que notre voix soit écoutée, afin que nous puissions être plus visibles au sein de la société. Pour les jeunes, il y a beaucoup de défis dans mon pays, notamment en termes d'opportunités. Les jeunes sont des victimes de pauvreté extrême. Nous devons travailler sur l'employabilité, la durabilité, l'inclusion, la reconnaissance et la justice sociale. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle JMD Lavos, comme je l'ai dit précédemment, et au sein de cette organisation, nous travaillons pour améliorer les conditions de vie au sein de notre communauté. Nous travaillons sur la communication ethnique, culturelle. Nous formons des enfants, des adolescents sur toutes ces thématiques. Nous renforçons les capacités communicatives des jeunes.
Nous pensons qu'il est important de miser sur le changement et de travailler sur des programmes qui permettent de réduire les inégalités, mais surtout, nous devons continuer de faire ce qui est possible. Nous devons continuer de travailler pour la justice sociale dans nos territoires. Wow, that was powerful. Thank you. Des contributions très fortes. Merci beaucoup pour ces différentes interventions. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter quelqu'un que j'admire depuis très longtemps pour son travail sur les personnes d'ascendance africaine, professeur Sir Hilary Beckles, qui est vice-chancelier de l'Université des Indes occidentales et qui est basé sur le campus de Mona à Kingston, en Jamaïque. Il est de la Barbade. Il est reconnu dans les Caraïbes, mais même au niveau mondial pour ses réalisations académiques et pour son expertise. En 2015, il a été invité par le président de l'Assemblée générale des Nations unies afin de prononcer le discours principal au cours de la cérémonie de lancement de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Il était donc normal que, alors que nous sommes au beau milieu de cette décennie, on invite le professeur Beckles afin qu'il puisse nous dire ce qu'il en pense et ce qu'il attend du reste de la décennie. Merci beaucoup. Quel honneur, quel plaisir de participer à nouveau à ce processus ô combien important. C'est un honneur, vraiment. Très bien. On va débuter rapidement. Merci d'être là, professeur. Pour le contexte, rappelez-nous, pourquoi a-t-il été important de décréter une décennie qui se concentre sur la promotion des droits des personnes d'ascendance africaine? Eh bien, je pense que au début du XXIe siècle, il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme quant à l'avenir. Nous n'en sommes qu'au début de ce siècle, n'est-ce pas? Et on se disait que ce siècle permettrait l'émergence d'une certaine forme de justice durable. Nous avons donc réfléchi au contexte historique et nous étions au fait que les personnes africaines étaient la cible de velléités dans le contexte de la colonisation, dans le contexte de l'impérialisme européen, sans oublier la question de l'esclavage, esclavage qui reste l'origine du développement de l'Occident. Mais il y a eu un crime contre l'humanité dans ce processus. Donc, nous avons débuté ce nouveau siècle dans le cadre de crimes contre l'humanité contre les peuples d'ascendance africaine. Il était reconnu que cet héritage avait toujours des répercussions sur les bases de la vie quotidienne et que tout ce que l'on fait aujourd'hui, jour après jour, et c'est particulièrement dans le monde occidental, est l'héritage d'une conscience anti-noire, anti-africaine, d'un impérialisme qui constitue en fin de compte un frein à la promotion de la démocratie et des droits fondamentaux. Et cette question, il faut la prendre à bras-le-corps. C'est pourquoi les Nations Unies ont fait ce qu'il fallait. En décrétant cette décennie, il faut arriver à éliminer cet héritage de l'esclavage. Nous ne pouvons pas pérenniser ce legs. Il faut agir. Il faut reconnaître les raisons du développement du monde moderne et nous ne pouvons pas continuer dans la modernité tout en sachant que ces forces ont toujours des répercussions négatives sur l'égalité, sur la justice et sur l'humanité en général. Donc, le contexte était parfait, la raison, la logique impeccable, et la décennie a été inaugurée en tant que messager d'espoir. Donc, la décennie est un messager d'espoir, comme vous l'avez dit, et un messager nécessaire, et voilà qui nous mène à la question suivante. Nous sommes plus ou moins à la moitié de cette décennie. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et pourquoi?
Dès qu'il est question d'une transformation, d'un changement systémique, et c'est particulièrement vrai lorsque l'on va à l'encontre d'une tradition qui s'ancre dans la conscience de tout un chacun, il faut savoir qu'il y aura des réussites, mais également des résistances. Et donc, à mi-mandat, si l'on réfléchit aux activités qui ont lieu partout dans le monde, dans le cadre de la décennie, voilà ce que je voudrais dire. Première chose, nous avons sensibilisé les populations au niveau mondial. Le monde entier a été est exposé aux répercussions des crimes qui ont été commis contre les personnes d'ascendance africaine. Le monde le sait grâce aux moyens de technologie et aux communications, grâce aux institutions nationales, grâce aux médias. Désormais, le monde sait, connaît l'héritage de la colonisation, de l'esclavage et des génocides. Tout cela est connu, le monde en est conscient. Mais je pense que tout cela est un pas important sur la voie de la reconnaissance. Toutefois, il existe des résistances systémiques face aux objectifs de la décennie, et ce dans de nombreuses régions du monde, et c'est particulièrement vrai dans le monde occidental. Donc, d'un côté, d'aucuns peuvent voir que les connaissances, la sensibilisation engendrent quelques résultats, mais au niveau des gouvernements dans le monde occidental, il existe toujours une résistance immense. Par exemple, réfléchissez aux États-Unis, réfléchissez à la plupart des pays occidentaux d'Europe. La société civile, les écoles, les universités, les ONG, les organisations religieuses, les syndicats appellent à la décolonisation de l'espace physique. Il existe donc une conversation quant aux monuments, quant aux noms de certains endroits, de certaines zones, quant à certaines célébrations publiques de personnes qui ont commis des crimes ou qui ont bénéficié des crimes. Donc dans le monde occidental, il y a une tentative d'inverser le processus de célébration de certaines personnes qui, en fin de compte, peuvent être considérées comme étant des criminels publics, voire des tueurs en série. Mais très peu de statues ont été abattues. On a demandé à ce que certaines zones soient renommées. En tout cas, des mesures sont prises. Mais les gouvernements en tant que tels, pour l'instant, ont été assez frileux, ont opposé une résistance face à la justice réparatoire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, une résistance demeure. Des gouvernements, parfois, se trouvent opposés à leurs propres citoyens. Donc, bien sûr, les objectifs sont clairs. La société civile va de l'avant et les gouvernements, eux, par contre, traînent la patte. Mais nous savons que pour arriver à des changements fondamentaux, il faut parvenir à une relation entre les gouvernements et les citoyens. Et je pense que aujourd'hui, la société civile dans le monde occidental est à l'avance par rapport au gouvernement. Les gouvernements constituent en fait l'entrave qui empêche les progrès. Par exemple, nous avons observé de nombreuses entreprises qui ont coopéré avec d'autres entités et qui ont utilisé les plateformes qui sont présentes à New York, par exemple, ou c'est aussi vrai à Paris, Amsterdam ou Londres, de grandes entreprises qu'on voit partout, des entreprises, de nombreuses grandes entreprises sont en fait le résultat du colonialisme et de l'esclavagisme. Et certaines de ces grandes entreprises sont assez frileuses, encore une fois. Certaines entreprises disent très bien, nous reconnaissons notre histoire, nous en sommes conscients et nous sommes prêts et prêtes à procéder à des restitutions. Mais même à ce moment-là, le concept de restitution est si minimaliste, est un exercice de relations publiques, et cela manque de profondeur, c'est pas très concret, et donc cet exercice ne peut pas être considéré comme étant fondamental. Par exemple, les universités
font de même. En Amérique, en Europe, des universités savent qu'elles ont bénéficié de subventions de propriétaires d'esclaves, et les universités en tant que telles étaient parfois les propriétaires d'esclaves, et les universités ont participé d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue philosophique, à une pérennisation d'un crime contre l'humanité. Des universités ont fait des recherches sur leurs propres histoires et nombre de ces universités ont adopté une approche minimaliste. Parfois, des bourses sont fournies à des personnes noires, mais elles sont peu nombreuses. Ces universités reconnaissent qu'elles doivent transformer leur programme scolaire, mais de nombreuses universités s'en tiennent à des mesures minimalistes. Ce ne sont pas des mesures systématiques ni structurelles. Et donc, des doutes subsistent quant à la répercussion de ces mesures sur le reste de la décennie. Donc, les peuples africains, les Amériques et le monde occidental appellent à la justice et à l'égalité. Des manifestations ont eu lieu exigeant la justice et l'égalité au XXIe siècle. Des activistes ont agi dans le cadre de la décennie. Toutefois, il existe toujours des résistances quant au mouvement Black Lives Matter. Des progrès ont été enregistrés. Quant à la sensibilisation, des progrès significatifs ont été enregistrés pour que la justice et l'égalité prévalent, mais il demeure des résistances de la part des bénéficiaires historiques de ces crimes. Donc je dirais qu'en général, si on se penche sur le monde, très peu de choses ont été faites en Asie, en Afrique. Pour l'instant, la situation n'est pas la même qu'en Amérique. En Afrique, les activités entreprises ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc, il reste du travail en Afrique. De nombreux dirigeants politiques ont parlé de la question avec beaucoup d'éloquence, de passion, mais quant au changement de fond, il faudrait peut-être un sentiment plus prévalent de panafricanisme, d'unité africaine, d'une Afrique qui se tient debout face à la question. Au sein de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, il faudrait une présence accrue de la voix africaine concernant ce débat à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous nous avez donné matière à réflexion pour le reste de la décennie. Donc, en 60 secondes, aurez-vous l'amabilité de nous dire quel est votre idéal pour le reste de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine? Il existe plusieurs projets en cours, particulièrement importants. Parmi ces projets, il y a le sommet mondial pour les personnes d'ascendance africaine, pour parler du reste de la décennie, pour aborder les changements systémiques, pour explorer les inégalités systémiques. Nous appelons l'Union africaine à organiser un sommet de grande ampleur des personnes d'ascendance africaine et de la diaspora, où qu'elles soient, Caraïbes, Amérique, Europe. Il faut un sommet mondial en Afrique pour parler du XXIe siècle, pour parler des politiques nécessaires, pour parler des stratégies nécessaires. La mobilisation de tous les peuples africains pour la justice au nom de l'humanité. Tout ce que l'on veut, c'est la justice et la liberté. C'est nécessaire, c'est important. Et nous appellerons le monde à reconnaître l'importance de ce sommet pour le bien de l'humanité au XXIe siècle. Merci, Sir Hilary Beckles, vice-chancelier de l'Université des Indes occidentales. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, professeur Beckles, pour vos réponses éclairées. En tant que quelqu'un qui a été impliqué à ce processus depuis le départ, vos contributions sont très précieuses. Vous continuez d'être une voix éminente et influente pour les personnes d'ascendance africaine et nous vous remercions. Comme vous le savez, les personnes d'ascendance africaine sont éparpillées partout dans le monde. Nous allons maintenant entendre parler de Palenque en Colombie. Nous allons regarder un petit documentaire intitulé « Petite Afrique » et après nous entendrons quelques témoignages de jeunes. Parler de Palenque
Palenque, c'est faire référence à un lieu qui a été construit par des Noirs qui ont fui l'esclavage. Palenque, c'est considéré comme un coin d'Afrique en Colombie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a maintenu le patrimoine de nos ancêtres africains. Palenque, aujourd'hui, c'est l'Afrique, Amérique, au cœur de la Colombie. La musique à Palenque est essentielle. La musique à San Martín de Palenque est omniprésente dans les fêtes, pour les rituels, au quotidien, même dans la manière dont nous marchons. La musique est vraiment partout. Et cela vient d'Afrique. Disons que la musique, pour nous, c'est la colonne vertébrale de notre culture, que nous maintenons bien vivante ici. Il y a eu un moment où les gens étaient gênés de dire qu'ils venaient de Palenque parce que venir d'ici, parler la langue d'ici, était synonyme de honte. On faisait l'objet de discrimination, on se moquait de nous. À Carthagène, être noir, c'était déjà quelque chose de négatif, mais être de Palenque, c'était encore pire. Et donc, pour offenser un noir à Carthagène, on lui disait qu'il était d'ici, qu'il était palenquerito. Le sentiment d'appartenance, il a été renforcé petit à petit. Il y a quelque chose d'important à prendre en considération pour les nouvelles générations. Il faut tout d'abord se connaître soi-même pour pouvoir comprendre et respecter les autres. Je pense que nous pouvons cohabiter dans des espaces, que nous pouvons cohabiter de manière unie en acceptant les différences. Il est très important de garantir l'équité ethnique, et je ne parle même pas d'équité raciale. Surtout pour les nouvelles générations, l'injustice ou les injustices raciales, on les retrouve plus que dans les actes de racisme ou de micro-racisme quotidien, dans l'absence d'opportunités professionnelles, l'absence d'opportunités d'accès à une éducation de qualité pour nos enfants, pour nos jeunes. Il y a un abandon de la part de l'État. Et tant que les injustices raciales continueront, tant qu'on continuera de penser qu'une race est supérieure à une autre, on continuera d'avoir ces inégalités qui, au final, vont continuer d'affecter nos enfants, nos jeunes, les générations futures. Et donc, il est très important pour éliminer ces inégalités d'agir parce que ces inégalités, elles concernent surtout nos populations. Deixa eu falar lá de onde eu venho, água não chega pra todos. Mas é engraçado, ao mesmo tempo a água chega pra todos. Eu sou angolano, eu sou crioulo, eu sou guineense, eu sou povo. Se tu estás a sentir a minha dor, então também estás connosco. Sou imigrante, mesmo tendo o meu BI. Vivo nessa posição, mas só que eu não nasci aqui. Os meus primos estão lá na banda, estão a lutar pra dar o flip. Eu estou mesmo a mudar de vida, enquanto tem alguns cá fora a orientar-se só com tiras. Peço desculpa, senhor polícia, é dispensada a sua revista. Eu mereço capas de revista, quero motivar o meu people, mudar o mindset dos meus niggas e devolver a autoestima às minhas cistas. Eu passo outro tipo de linha, vem em maior parte em partes, elas está nem muito vizinho. Eu também sangro, eu também choro, eu sinto dor como a sua filha. Mas o meu filho bebe leite como o seu. Se eu morrer aqui, o meu filho perde como o seu. Esse seu racismo ele não entende como eu. Então eu peço que lhe permita que ele cresça melhor que eu, a sério. Agora chegou o tempo de mudança, cansado de me sentir diferente. Desde criança, se essa fome que eu sinto desagradaria a qualquer pança. Celebramos os 5 anos a lutar pela mudança. Eu sou Unicef, faço a minha parte do trabalho e quero safety para todos. Procuramos equidade, igualdade, já é tarde. Um por todos, todos por um, assim fica tudo fácil. Je m'appelle Evelyne Moorman. Je suis une jeune fille d'ascendance africaine de 19 ans de République dominicaine. Au cours de l'histoire, les personnes d'ascendance africaine ont été victimes des préjugés et d'exclusions multiples. Depuis notre enfance, nous sommes soumis à des discriminations qui ont été tant répétées qu'elles ont été quasi normalisées.
Les cheveux raides sont plus normaux, une peau claire est plus jolie, et pour une noire, elle est jolie. On a entendu ça jusqu'à l'écœurement. En République dominicaine, où le patrimoine culturel afro est très présent dans nos coutumes, les jeunes activistes luttent pour que l'on reconnaisse de manière individuelle et collective nos racines et que ce soit le point de départ pour mettre fin au racisme structurel qui continue d'exister dans notre société. Les jeunes d'ascendance africaine sont davantage concernés par la pauvreté, le chômage, par des problèmes d'accès à la santé, à une éducation de qualité, avec une représentation dans les espaces décisionnels très faible. Alors aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir pleinement l'exercice de nos droits. Les jeunes d'ascendance africaine sont une force vitale de changement. Nous avons la responsabilité de lutter contre les inégalités, ces clichés. Nous devons travailler pour construire une réalité dans laquelle nous soyons reconnus, dans laquelle nous pouvons participer sur un pied d'égalité dans l'ensemble des domaines de la société. Être d'ascendance africaine, c'est accepter notre patrimoine, aimer notre culture, participer à notre histoire, c'est être fier de cette belle peau, de ces cheveux libres. Nous devons reconnaître nos contributions au développement de nos sociétés. Voyez-nous, entendez-nous, comptez avec nous. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar, sorrir pra não chorar, rir pra não chorar, rir pra não chorar. Super, merci. Merci. Voilà qui nous donne beaucoup d'espoir à l'avenir. J'ai l'honneur de donner la parole à Michaela Moi plutôt. Elle fait partie des 5 personnes à participer à une grande manifestation en Finlande. Elle a beaucoup d'expérience et de savoir-faire dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et pour la promotion de sociétés diverses. Elle nous rejoint en tant que coordonnatrice désignée par l'Union européenne. C'est la première de ce genre. Melissa, vous avez la parole. Merci Dometi et bienvenue Madame Moi. Nous sommes très heureux de votre participation. Félicitations pour votre récente nomination. C'est un poste très important qui est le vôtre. Maintenant, nous vous adressons tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup. Merci tout d'abord de votre invitation. Je vous remercie pour vos vœux de réussite. Je suis très enthousiaste face à ma nomination. Je pense qu'il est temps que l'Union européenne fasse de la lutte contre le racisme une priorité. Donc, je me félicite de cette situation. Cela va être difficile, mais je pense que c'est une opportunité très importante qui s'offre à nous. Donc, je vous remercie. Alors, je voudrais
entrer dans le vif du sujet. Vous êtes la première coordonnatrice en charge de la lutte contre le racisme. Je voudrais que vous nous parliez des événements qui ont mené à la décision de créer ce poste important au sein de la Commission européenne. Je pense que les dirigeants politiques que nous avons aujourd'hui, la présidente von der Leyen notamment, sont très engagés en faveur de l'égalité, de l'équité de manière générale. Et sous sa direction, nous avons désormais différentes politiques qui essaient de mettre en place une union fondée sur l'égalité. Il y a le plan d'action de lutte contre le racisme, mais au-delà de cela, nous avons également un nouveau cadre stratégique. Nous avons une stratégie pour les LGBTIQ. Nous avons également un plan similaire pour l'égalité entre hommes et femmes, pour combler les écarts salariaux notamment. Donc, il y a un vrai engagement en faveur d'une union fondée sur l'égalité. En plus de cela, il y a bien évidemment les événements de l'année dernière, le meurtre de George Floyd, qui ont fait de la lutte contre le racisme une priorité, et on s'est rendu compte qu'il fallait mettre sur pied une politique globale, générale, des actions politiques de manière transversale pour aborder la question de la lutte contre le racisme au sein de chaque politique, au sein de chaque État membre, au niveau local, au niveau des ONG, etc. Je pense que ce sont les événements de l'année dernière, le fait que Black Lives Matter est devenu un mouvement des droits de l'homme mondial. Cela a certainement été à la base de ce plan d'action de lutte contre le racisme au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu que beaucoup de changements sont intervenus depuis 2020. Je voudrais que vous nous en disiez davantage sur votre rôle en tant que coordinatrice en charge de la lutte contre le racisme. Cela implique quoi, cette nouvelle fonction? En fait, ça a été un des résultats du plan d'action, la désignation d'un coordonnateur en charge de la lutte contre le racisme. L'objectif, c'est qu'il y ait une coordination plus étroite avec le plan d'action. Mon rôle sera notamment de garantir la liaison avec les organisations de la société civile, de relayer les préoccupations des minorités ethniques au sein de la Commission. Je vais également avoir des interactions importantes avec les États membres. Les États membres jouent un rôle essentiel pour progresser vers une Europe plus égalitaire. Alors, bien évidemment, il y a également le Parlement européen. Je vais travailler en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes qui ont un rôle important à jouer. En plus de cela, je vais également travailler en interne au sein de la Commission pour garantir davantage d'inclusion, de diversité, pour que le personnel de la Commission reflète mieux l'Europe et la population européenne. Il y a différents domaines politiques, notamment des projets législatifs pour lesquels nous voulons garantir que les législations sont transposées de manière correcte dans les droits nationaux, et ce, afin de protéger ceux qui sont exposés au racisme, qui sont victimes de racisme. Nous encourageons tous les États membres à se doter d'un plan d'action national d'ici la fin 2022.
Nous travaillons à l'élaboration de lignes directrices concernant la collecte de données de qualité ventilées par origine ethnique. Il s'agit vraiment d'un plan d'action très ambitieux, mais nous essayons de travailler de manière très transversale pour progresser vers cette Union européenne synonyme d'égalité. Merci. Ça est un plan très clairement ambitieux pour l'avenir. Alors, vous avez parlé de votre rôle. Je voudrais moi parler des jeunes. Nous savons que les jeunes ont joué un rôle de catalyseur pour le changement dans différents domaines de la société. Et donc, je voudrais savoir, selon vous, quel est le rôle que les jeunes d'ascendance africaine peuvent jouer particulièrement en Europe, et ce, dans le cadre du mouvement de justice raciale. Que peuvent-ils faire en la matière? C'est vraiment une excellente question, une question essentielle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les jeunes sont mentionnés noir sur blanc dans le plan d'action. Les jeunes, grâce à leur enthousiasme, grâce à leur courage, leur force, comme ça a été le cas plusieurs fois par le passé, ont joué des rôles importants pour faire progresser les droits de l'homme dans le monde. Et nous sommes dans la même situation ici. Je pense que les jeunes veulent pouvoir parler de ces questions, veulent pouvoir parler d'injustice, ils veulent façonner le monde dans lequel ils veulent vivre, et ils refusent le statu quo. Et c'est leur force, selon moi. Et cela a été vraiment évident l'année dernière avec le mouvement mondial Black Lives Matter. Les gens se sont mobilisés parce qu'ils n'acceptaient pas ce statu quo. Et cela a permis des changements très importants. Vous avez également demandé précisément ce qu'on comptait faire en Europe. Lorsque l'on parle de l'Europe et à quoi un Européen ressemble, on ne pense pas forcément à un Noir, alors qu'ils ont toujours été ici. Il faut élargir ce concept de qui est européen. L'identité européenne, elle ne tient pas uniquement à la couleur de votre peau. Et les jeunes jouent un rôle important pour mettre fin à des stéréotypes négatifs. Donc, effectivement, les jeunes vont jouer un rôle essentiel dans la lutte pour une Europe plus juste et plus antiraciste. Donc, les jeunes n'acceptent pas le statu quo. Ils veulent du changement et c'est ce que nous voulons tous partout dans le monde. Alors, nous sommes à mi-parcours de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine. Au cours de ces 6 dernières années de la décennie, que pensez-vous des progrès en matière d'égalité raciale en Europe et quels sont les changements politiques auxquels on devrait s'attendre dans les États au cours de la deuxième moitié de la décennie? Alors, si je réfléchis au travail que j'ai fait au cours des dernières années, je pense qu'il y a quand même eu une évolution. Je pense qu'on est arrivé à un point important. Alors, je parle évidemment du contexte européen, c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que les conversations concernant le racisme ont évolué. On peut
désormais parler de racisme structurel, de racisme institutionnalisé et de voir comment on peut remédier à ces situations. Et pour cela, on a besoin de changements structurels. Je pense que la conversation est passée de « est-ce que le racisme existe ou pas » à il existe. Il y a également l'histoire coloniale en Europe. Cela joue un rôle important également quant à l'existence même du plan de lutte contre le racisme en Europe. Est-ce que c'est un changement important, cette évolution des conversations? Je le pense, parce qu'il y a des questions qui doivent être abordées. Nous devons lutter contre le racisme. Donc, je pense que c'est un changement effectivement très important. Alors, on en est effectivement à mi-parcours dans cette décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine. Il reste encore beaucoup à faire au cours de la dernière phase de la décennie. En tout cas, au niveau de l'Union européenne, nous allons changer les choses. Je pense qu'au niveau des États membres, ce sera également le cas. Les États membres vont adopter des plans d'action au niveau national. La Commission pourra aider les États membres à mettre en œuvre ceci au niveau national, au niveau local, en impliquant différentes parties prenantes, des organisations de la société civile, des activistes. Je pense que cela va permettre de changer la culture en matière d'égalité, de lutte contre le racisme. On va pouvoir toucher davantage de gens. Actuellement, nous travaillons sur une législation qui créerait des normes afin de garantir que tous les États membres garantiront que les personnes qui sont victimes de racisme pourront faire respecter leurs droits garantis par la loi. Je pense que cela va vraiment permettre des changements structurels, les changements dont j'ai parlé précédemment. Pour vraiment permettre ce type de changement et face à des problèmes structurels, nous devons appliquer des solutions, elles aussi, structurelles. Voilà, certains des éléments que je souhaitais mentionner. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que nous n'avons pas tout ce temps. Ça montre en tout cas le nombre de couches qui existent dans cette problématique. Alors, on est en train de conclure, mais je voudrais savoir comment les objectifs de la décennie peuvent alimenter votre travail. Alors, lorsque vous réfléchissez aux objectifs de la décennie en matière de reconnaissance, de justice, de développement, eh bien, ils sont assez similaires à ce que nous essayons de faire dans le cadre du plan de lutte contre le racisme. J'ai déjà mentionné certaines des questions sur lesquelles nous travaillons et un des principaux sujets défendus par le plan, c'est la collecte de données de qualité ventilée sur le plan ethnique. L'objectif, c'est que les États membres collectent de meilleures données pour mieux connaître la situation sur le terrain, ce qui permettra ensuite d'élaborer de meilleures politiques. En ce qui concerne l'accès à la justice,
La législation que j'ai mentionnée précédemment est celle qui va essayer de garantir que les personnes les plus marginalisées, celles qui sont les plus vulnérables dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, pourront, au travers de ces organes qui doivent garantir l'égalité, obtenir le respect de leurs droits. Et au niveau horizontal, nous nous efforçons de trouver différents moyens afin de garantir que les personnes marginalisées ont un accès à l'éducation, à un emploi, à un logement. Je pense que les objectifs de la décennie sont assez similaires au plan d'action de l'Union européenne de lutte contre le racisme. Je n'étais pas présente lorsque le plan d'action a été rédigé, mais je suis sûr que les objectifs de la décennie ont été utilisés comme inspiration pour élaborer le plan d'action de l'Union européenne. Je vous remercie. Nous sommes vraiment à la fin de cet entretien. Encore une dernière question. Alors, vous êtes une ancienne basketteuse. Selon vous, quel rôle le sport peut jouer pour permettre un monde plus juste et plus équitable? Oui, effectivement, j'ai joué au basket de manière professionnelle. Et lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous jouez, moi, c'est le moment où j'étais le plus près de l'égalité. Les athlètes ont toujours joué un rôle important pour défendre les droits de l'homme ou pour plaider pour les droits de l'homme. Ils ont permis de rendre des injustices plus visibles. Je pense à Mohamed Ali, Colin Kaepernick. Des athlètes réalisent qu'ils ne sont pas que des athlètes, qu'ils ont plus de pouvoir, qu'ils ont une position au sein de la société qui leur permet de contribuer à certains changements. Actuellement, c'est l'Euro de football et il y a 6 ou 7 équipes dont les joueurs s'agenouillent pour montrer leur soutien à Black Lives Matter au début de chaque match. Et cela montre vraiment ce que peut faire le sport. Et donc, je vais travailler en étroite collaboration avec le monde du sport pour la mise en œuvre du plan d'action de l'Union européenne de lutte contre le racisme. Merci beaucoup, Madame Moa, première coordinatrice en charge de la lutte contre le racisme au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Madame Moa, de ces opinions et de ces contributions cruciales. Merci de votre appel à l'action. Prochain exposé, une autre performance musicale de la part de l'artiste uruguayen Rubén Rada de son groupe de Montevideo. Rubén souligne que le patrimoine musical africain est bien présent dans la musique uruguayenne. Il dit que la majorité des rythmes de l'Amérique latine et du monde viennent d'Afrique. Donc, écoutons Rubén Rada et son groupe qui vont jouer Biafra. Ensuite, il y aura d'autres témoignages jeunesse. La política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que ya está amigo, mañana
mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Piensa que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Piensa que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, sus tambores ya no están. Así cantaba su gente mientras pudieron cantar. Piensa que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Hello, my name is Ife. Bonjour, je m'appelle Ife, je suis une organisatrice communautaire, je suis avocate. Je participe à la décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail et je soutiens la communauté noire au Royaume-Uni. J'ai créé BLAM UK, une ONG qui soutient les communautés noires au Royaume-Uni. Nous enseignons des projets culturels dans les écoles, nous réaffirmons et nous recentrons ces connaissances portant sur le patrimoine culturel, ce qui est important pour les jeunes enfants afin qu'ils comprennent mieux leur identité et qu'ils comprennent mieux leur concept du soi. Nous avons beaucoup de projets, nous voulons nous assurer que les enseignants et les enseignantes puissent enseigner l'histoire noire de façon inclusive, diverse et décolonisée. Just like that river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change's gonna come. Oh, yes, it will. In Guyana, significant strike. Le Guyana a enregistré des progrès significatifs pour éduquer les jeunes d'ascendance africaine lors de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine quant à leurs droits fondamentaux et quant à l'histoire du Guyana pour les Africains du Guyana, ce qui est particulièrement nécessaire car ils doivent pouvoir savoir d'où ils viennent. Toutefois, ces progrès, s'ils existent, sont toujours confrontés à des défis au sein de la société quant à l'interaction avec les forces de l'ordre, stéréotypes et biais au sein du système scolaire. Jour après jour,
des personnes essayent de lutter. Nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin d'amis qui peuvent comprendre la lutte et les problèmes des personnes d'ascendance africaine et la question des Black Lives Matter. En tant que représentant de la jeunesse, j'ai beaucoup œuvré pour organiser des conférences pour les jeunes, quelles que soient leurs origines au Guyana, venant de communautés rurales ou urbaines, pour avoir accès à l'information, pour que les enfants puissent recevoir des informations et pour promouvoir l'égalité des chances. Des rencontres ont eu lieu avec des ministres des gouvernements pour expliquer les souffrances de ces jeunes dans leurs différents pays, dans leurs communautés. Je suis convaincu que si nous travaillons tous ensemble, que nous pouvons changer la donne. Un changement qui arrivera rapidement. Et il me tarde de voir la reconnaissance, la justice, le développement émerger pour les peuples d'ascendance africaine. Je suis optimiste, c'est peut-être pas très populaire. Je suis moi-même d'ascendance africaine, dans une société occidentale, et j'ai toujours su que la discrimination subtile était toujours présente, ou même que le racisme serait présent. Mais cela ne m'a jamais semblé être correct. Et l'année écoulée, c'était particulièrement important. Le Black Lives Matter, l'histoire africaine, c'est bien plus que le colonialisme et l'esclavage. Les actions et les mesures symboliques ne sont pas des mesures d'inclusion et le racisme ne sera pas toléré. Lors du reste de cette décennie, nous exigeons des politiques, des dirigeants d'entreprise et de la société qu'ils et elles nous voient, nous entendent et comptent sur nous. Je suis optimiste. Je suis certaine qu'à l'avenir, avant ma mort, que la discrimination contre les personnes d'ascendance africaine appartiendra au passé. Merci beaucoup Ruben, merci à votre groupe. Waouh, quel concert! Nous remercions aussi, nous vous remercions de votre travail, vous essayez de préserver la culture des personnes d'ascendance africaine. Nous remercions les jeunes qui ont participé à la manifestation. Merci de ces interventions. Dometi, quelle manifestation aujourd'hui, je suis fier d'y avoir participé. Oui, ça nous rappelle encore que malgré le travail, malgré les plaidoyers, malgré les modifications des législations et des politiques, malgré les efforts de bien d'entre nous par les Nations Unies, par les États, par les mouvements comme Black Lives Matter et par bien d'autres encore, des millions de personnes continuent d'être victimes de la stigmatisation et du racisme. Des millions de personnes qui sont toujours confrontées aux legs du colonialisme et de l'esclavage, des personnes d'ascendance africaine qui continuent d'être confrontées à des barrières qui semblent insurmontables d'un point de vue structurel quant à l'accès aux services, aux ressources durables qui sont disponibles depuis bien longtemps d'autres groupes ethniques. Ces personnes sont confrontées à l'injustice et les morts se multiplient alors qu'elles sont évitables. La pandémie de la Covid-19 fait que personne ne peut ignorer ces inégalités aujourd'hui. Mais c'est aussi prouvé que les personnes d'ascendance africaine sont résilientes et continuent à lutter en faveur d'un monde meilleur. Wow, très bien dit. À l'avenir, et comme le professeur Beckers l'a dit, la reconnaissance, la justice et le développement pour les personnes d'ascendance africaine ne seront pas acquis facilement. Donc, il nous appartient à toutes et à tous de contribuer à cet objectif essentiel. Car un monde plus juste et plus équitable sera non seulement positif pour les personnes d'ascendance africaine, mais aussi pour la totalité de la société. Et ça nous permettra aussi de parvenir aux objectifs du programme 2030. Programme 2030 qui exige aussi que l'égalité soit une réalité. Nous devons continuer à jouer notre rôle pour que tous les peuples d'ascendance africaine soient vus, soient entendus et soient pris en compte. Il faut que le racisme soit démantelé partout dans le monde. Donc, que comptez-vous faire? Dites-le nous. Quelles mesures voulez-vous prendre? Comment allez-vous jouer votre rôle? Nous remercions les organisateurs d'avoir organisé cette manifestation. Nous remercions aussi tous ceux qui ont participé, les représentants et représentantes des Nations Unies, les orateurs invités, les artistes, les participants, les jeunes qui nous ont fourni leurs observations. Et vous, notre public, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À la prochaine.